Bonsoir Abidjan, bonsoir Lomé, bonsoir Cotonou, Bamako, Dakar, bonsoir à toute l'Afrique. Heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission Phénomène sur l'Afrique sur Radio Canal K en Suisse alémanique. Nous sommes également en synchronisation sur Radio à volonté, la voix de la résistance du peuple togolais. Dans la première partie de cette édition du 31 juillet 2021, nous ouvrons un débat sur la rencontre historique entre les anciens rivaux Laurent Koudou-Gbagbo et Alassane Ouattara, rencontre qui s'est tenue mardi dernier au palais présidentiel à Abidjan. Et dans la deuxième partie de votre émission, place au débat panafricain. Des femmes africaines s'engagent dans la lutte de libération des peuples africains. Débat autour d'une synergie d'action du port du Noir pour lutter contre la vie chère, l'impunité et la mauvaise gouvernance. Cas du Togo, de la Guinée-Conakry et du Cameroun. Et ce soir, 31 juillet, veille de la fête nationale suisse, nous profitons de l'occasion pour souhaiter une bonne fête à tous les citoyens suisses et à tous ceux qui résident dans les 26 cantons de la Suisse. Et merci de nous être fidèles sur le www.canalk.ch et sur Radio à volonté. Et sans plus tarder, nous accueillons notre premier invité qui n'est autre que Dr Koudou, enseignant et écrivain ivoirien. Il réside en France. Bonsoir, Dr Claude Koudou. Bonsoir Amos, merci pour l'invitation. Merci également de nous accompagner dans ce débat. On va quand même en parler tout de suite. On accueille également à Vienne, en Autriche, Dr Yves Kouya-Maïzo, coordinateur de CVU Togo Diaspora, collectif pour la vérité des urnes. Docteur Yves Kouya-Maïzo, bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir à tous les invités. Merci également de nous accompagner à Vienne, en Autriche. Justement, on va pas perdre du temps dans ce débat, rencontre entre les anciens rivaux Laurent Koudou-Gbagbo et Alassane Ouattara. Ils se sont rencontrés mardi 27 juillet dernier au palais présidentiel à Abidjan. Les deux hommes se sont donné la main, signe de réconciliation. Alors rapidement, comme Dr Claude Koudou ivoirien, alors quelle lecture faites-vous du poignet de main entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo? Alors merci de me donner cette opportunité, mais je ne sais pas si par rapport à cette question, je peux avoir 3 ou 4 minutes, parce que j'aimerais vraiment dire des choses. Que retenir? Il y a beaucoup de choses à retenir, mais dans un premier temps, je pense qu'il faut rappeler que c'est une lutte qui a abouti. Les Ivoiriens, les Africains n'ont pas voulu accepter ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je me souviens que dès 2010, quand la crise a commencé, on était esselés. Personne ne voulait nous écouter, à plus forte raison nous entendre. Mais c'est la première fois que les deux hommes, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, se rencontrent depuis la tombée de la crise. On peut donc dire qu'un mur s'est brisé. Et c'est un message fort. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est par l'insistance des Ivoiriens, convaincus par la noblesse du combat, déterminés contre l'injustice, mobilisés contre la chasse aux sorcières, qu'il y a eu des compagnonnages. Les Ivoiriens ont donc été rejoints par des Africains qui ont fini par comprendre le bien fondé de cette lutte-là. Je me souviens encore, sur une chaîne radio, un de vos confrères pour qui j'avais beaucoup d'estime, qui disait Gbagbo a fait 10 ans, il a perdu, il doit partir. Et puis, sur un plateau de télé, j'ai entendu Laurent Gbagbo est seul, les autres sont plus forts que vous, il faut reconnaître votre défaite. Je voudrais donc saluer tous ces Africains, tous ces non-Africains, et ces démocrates donc d'horizons divers qui nous ont rejoints au fur et à mesure de notre combat. Je voudrais saluer les organisations des institutions internationales, des chancelleries, qui, au bout d'un certain moment, ont compris qu'il fallait entendre une autre voix. Mais, enfin, je voudrais aussi saluer tous ces
africains de la diaspora. Mireille France Fanon, Mendes France, dont j'avais déjà fait la connaissance à Dakar en 2007, que j'ai rencontré en juin 2011 à Caracas au Venezuela. Il y a notre frère panafricaniste Raymond Ivy qui nous a rejoint dès 2010, j'ai encore ça fraîchement en mémoire. Il y a Raymond, du moins Robert Comlan Misséoun, etc. Mais depuis l'Afrique, il y a le professeur Malik Ndiaye, la ministre Aminata Traoré, il y a Charles Onana, etc. etc. Alors, que faut-il retenir concernant donc cette rencontre? D'abord, les deux protagonistes ont évoqué la fraternité. Et qu'a dit le président Laurent Gbagbo? Il a parlé d'une ambiance détendue. Il s'est montré fier et heureux de cette rencontre. Il a même tutoyé Laurent Gbagbo. Tout à fait. Il a parlé d'amitié et il a indiqué que c'est la Côte d'Ivoire qui doit aller de l'avant. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a aussi parlé d'amitié, mais surtout a parlé de cordialité et aussi de fraternité. Il a dit que la crise est derrière nous. Il faut rétablir la confiance entre les Ivoiriens pour que la réconciliation se fasse. Il a aussi parlé d'événements douloureux qui ont causé trop de morts. Et il indique que c'est le pays qui compte, le pays doit aller de l'avant. Il reprend là le terme décliné par Laurent Gbagbo en disant que le pays doit aller de l'avant. Les deux hommes sont donc d'accord pour se revoir, pour continuer de se parler, discuter, pour que le pays aille de l'avant. Il faut donc retenir que globalement, c'est le terme de la fraternité qui a prévalu, comme c'est décliné dans l'hymne national de la Côte d'Ivoire, où on parle de pays de fraternité. Mais c'est aussi dit là-dedans qu'il s'agit, j'entends la Côte d'Ivoire, d'un pays de tolérance. Donc, au total, merci de m'avoir laissé ce temps-là, mais je voudrais dire que c'est un message fort qui a été envoyé, c'est un signal important, c'est un mur qui a été brisé, et ça va contribuer à ramener une certaine détente dans le pays. Parce qu'avant l'arrivée du président Laurent Gbagbo, le terme réconciliation était employé, était utilisé. Donc pour vous maintenant, cette rencontre, oui. pour vous cette rencontre, ça donne directement une ouverture à une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire, sans langue de bois. Alors, une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire, bon, il faut dire que nous n'avons aucun instrument pour jauger ce qui peut se faire objectivement, mais je pense que ce sont deux hommes d'État qui ont parlé, mais publiquement, et les images ont parcouru le monde entier. Il faut rappeler que c'est la première fois qu'ils se sont rencontrés, et les deux ont indiqué que, mais surtout le chef de l'État, que c'est pour des questions d'agenda, que ça s'est seulement fait le 27 juillet dernier, et que c'était nécessaire, que les Ivoiriens attendaient cela. Je pense que quand on est à la tête d'un pays, il faut entendre l'aspiration de la population, et dès lors qu'il a indiqué que les Ivoiriens attendaient cela, il n'y a pas de raison qu'on ne pense pas que la vraie réconciliation va véritablement prendre son élan. D'accord. Nous sommes dans un débat, rencontre entre les anciens rivaux Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. C'était mardi 27 juillet dernier au palais présidentiel à Abidjan. Et cette rencontre historique, certains Africains sont un peu pessimistes. On ne comprend pas pourquoi 10 ans après avoir fait la prison, libéré, Laurent Gbagbo rapidement décide de rencontrer Alassane Ouattara. Docteur Yves Kwea-Maïso, vous êtes également un grand panafricaniste. Quelle lecture faites-vous de cette rencontre historique entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara? Alors, moi, j'ai plusieurs points aussi. Le premier point qui me pose problème,
s'il n'y avait pas eu quelqu'un qui avait envoyé Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale, donc en justice, je pense que vraisemblablement cette poignée de main soit n'aurait jamais eu lieu, ou justement aurait eu lieu bien plus tôt. Donc la question à laquelle il faut bien sûr répondre, qui avait intérêt à ce que ces choses se passent comme cela s'est passé? C'est le premier point. Maintenant, pour répondre directement à votre question, j'y vois une volonté de placer les intérêts de la Côte d'Ivoire, l'ensemble de la Côte d'Ivoire et des populations ivoiriennes, avant celle des intérêts de la France politique, des gouvernements, mais aussi la France des intérêts et des lobbies financiers, notamment les entreprises. C'est très important parce que ça a aussi orienté plusieurs décisions des deux chefs d'État d'ailleurs, que ce soit Alassane Ouattara ou bien Gbagbo. Il y a bien sûr une volonté réelle d'aller vers la paix. Peut-être même une tentative d'aller vers un partage de pouvoir dont les formes ne sont pas encore bien établies. Mais nous avons un problème. La définition de la paix, elle est bien différente selon qu'il s'agit de l'un ou de l'autre de ces deux acteurs. Et il suffit de rajouter d'autres acteurs qui n'ont pas pu participer, M. Bédier, M. Soro ou bien d'autres. Vous allez voir que la définition de la paix va devenir très extensible. Et enfin, le plus important, la définition de la paix du peuple ivoirien, dans sa grande majorité, n'est certainement pas la définition de ces deux protagonistes. Alors, je crois que c'est Alassane Ouattara qui l'a dit, si la crise est derrière, comme il semble avoir un consensus là-dessus, en tout cas pour les deux qui se sont rencontrés, il faut aussi rappeler que ce sont ces deux qui sont responsables de la crise. Et ils sont bien sûr pas tout seuls. Donc tous deux devraient penser peut-être à passer le flambeau à une autre génération. Parce qu'en réalité, c'est bien la volonté de tous les deux, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, donc je répète bien, c'est bien la volonté de ces deux de ne pas quitter le pouvoir après 2 mandats qui a conduit la Côte d'Ivoire à la guerre civile. Même si nous ne sommes pas dupes, des intérêts étrangers, dont la France, avaient choisi l'un des camps au point de participer au bombardement d'une présidence du jamais vu dans toute l'Afrique et ont soutenu directement, indirectement, ceux qui sont au pouvoir. Donc pourquoi je disais donc qu'il y a une volonté manifeste d'aller cette fois-ci au-delà des intérêts de la France, c'est que ce soit Laurent Gbagbo, après ces 10 années, que ce soit Alassane Ouattara, après plus de ces 10 années, tous deux, je pense, commencent à comprendre sérieusement que les intérêts ivoiriens doivent être placés au-dessus des intérêts étrangers. D'accord. L'un l'a compris plus tôt, et l'un l'a compris un peu plus tard. Et donc, du moment où vous avez un consensus sur ce point, il est absolument normal pour des politiciens d'abord de se rencontrer, d'en parler. Maintenant, on verra bien si ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils disent qu'ils veulent faire se réalisera dans la pratique. Docteur Claude Koudou, est-ce que vous êtes d'accord avec Dr Iveco Amaïzo qui, pour lui, pense que vraiment cette rencontre historique entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo se fait dans l'intérêt supérieur des peuples ivoiriens? Oui, moi je le rejoins. Je pense que quand on dirige un pays, ça doit être dans l'intérêt de ses concitoyens. Et ce qui m'a interpellé aussi dans ce qu'il a dit... Mais est-ce que vous êtes d'accord que certains Ivoiriens, certains Africains sont un peu pessimistes? Il y a quelque chose qui se cache derrière peut-être, on ne sait pas, des politiciens. Ah oui, mais le pessimisme, on peut le partager, si vous voulez. Déjà, la politique, pour qu'elle marche, elle ne doit pas se faire avec la rancune. Il faut de la tolérance, justement quand on veut parler de la démocratie. Donc, au-delà de la poignée de main, il y a la problématique même de la tolérance et de la démocratie, surtout, qui est posée. Mais les gens sont pessimistes, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu éviter. D'accord.
le frère le disait tout à l'heure. Votre réponse m'amène à vous poser cette question. Vous allez continuer. Vous allez continuer. Oui. Je ne vous coupe pas. Votre réponse m'amène à vous poser cette question. Alors, doit-on conclure, après cette rencontre de Laurent Kujouk-Gbagbo et Alassane Ouattara, doit-on conclure à une vraie réconciliation ou plutôt à la mise en œuvre d'un agenda caché? Moi, avant de vous répondre, je voudrais faire un peu de symbolique. Voyez-vous, il y a 3 grands partis en Côte d'Ivoire. Notre frère évoquait tout à l'heure l'autre invité. Il parlait justement de la Côte d'Ivoire qui doit gagner. Et que, par ailleurs, cette rencontre aurait pu se faire plus tôt et on aurait dû ou on aurait pu éviter des choses. Ce dans quoi je m'inscris totalement. Mais il y a 3 grands partis politiques en Côte d'Ivoire. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI RDA, le Front populaire ivoirien FPI, le Rassemblement des républicains. Il y a le terme démocratique chez le PDCI, le terme populaire chez le FPI, le terme républicain chez le RDR. Il ne faut pas que la sémantique vienne habiller le ou la cosmétique. Pourquoi? Quand les 2 hommes ont envoyé des signaux forts, il faut que tout le monde comprenne en même temps que les formations politiques sont des cadres de formation et d'émulation des militants. On a certains acteurs qui ont des propos un peu incendiaires. Je pense que pour aller à la paix, il faut qu'on baisse, en tout cas, on s'inscrive totalement dans le processus de réconciliation. Mais mon contradicteur tout à l'heure disait, sinon l'autre invité, que Laurent Gbagbo a fait 10 ans. Il a fait 10 ans, c'est vrai, mais il y a l'écueil de 2002. S'il n'y avait pas eu cette attaque-là, Laurent Gbagbo aurait pu faire 5 ans. Au bout de 5 ans, s'il était battu, il partait. S'il était réélu, il restait. Et puis, le processus pouvait continuer. Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de mélange dans ces choses-là. Et plusieurs choses dans le pays ont été inversées. C'est-à-dire que les bourreaux étaient constitués comme des victimes, suivant qu'on avait des canaux de communication puissants ou pas. Et donc, on a des raisons d'avoir des doutes, mais je voudrais que ce doute-là soit méthodique, qu'il tienne compte, en tout cas, de certains acquis. Il n'y a pas encore beaucoup d'acquis, mais je pense que le fait que cette rencontre ait eu lieu, c'est un bon départ. Juste une chose. Est-ce que c'est sincère? C'est ça que vous demandiez. Exactement. Est-ce que vous y croyez vraiment à la sincérité, surtout d'Alassane Ouattara? Bon. Alors, il y a la sincérité des deux hommes déjà, ou d'abord, mais pour parler réconciliation, il faut éviter les frustrations. Or, dans les 3 grands partis politiques que je viens de citer, il faut déjà se poser la question de savoir si, par le fait des démarches des leaders, il n'y a pas d'autres frustrations qui se créent. Parce qu'on ne peut pas vouloir aller à la réconciliation et créer des morcellements ou bien des cassures dans son propre camp. Et donc, tout le monde est interpellé à plus d'un titre. La victoire qui a été emportée pour qu'aujourd'hui Laurent Gbagbo puisse rencontrer Alassane Ouattara n'est pas la victoire d'un groupe, n'est pas la victoire d'un clan, c'est la victoire de tous les Ivoiriens, c'est la victoire de tous les Africains. Donc, il faut que chacun soit sincère pour qu'on aille vers une réconciliation sincère. Ça dépend donc de chacun d'entre nous. On va voir si Dr Yves Maïso, qui nous accompagne également en ligne dans ce débat, rencontre entre les anciens rivaux Laurent Kujouk-Gbagbo et Alassane Ouattara. Ils se sont rencontrés mardi 27 juillet dernier au palais présidentiel à Abidjan. Justement, Dr Yves Maïso, Laurent Kujouk-Gbagbo n'a pas cherché à se réconcilier avec Pascal Affi N'Guessan. Alors, c'est le constat que nous avons fait,
Et alors, Koudou Gbagbo est embrouillé également avec sa femme. Ça, c'est une vie privée, mais il faut qu'on le dise également. Et là, on parle également de ça, mais plutôt de ça, mais de réconciliation est directement tendu à celui qui l'a fait séjourner pendant plusieurs années à la Cour pénale internationale. Et Laurent, est-ce qu'on se pose la question, Laurent Koudou Gbagbo n'est-il pas trop vite allé en besogne, docteur Yves Guamaïzo? Non, non, vous ne pouvez pas dire cela. Vous savez, quand vous faites un combat de boxe, il y a des rounds d'observation. D'accord. Donc, je pense qu'il s'agit d'un premier round d'observation, même s'il y a eu pas mal de discussions entre les différents groupes, parce qu'ils ne sont pas tout seuls, hein, ils ont des équipes, ils ont des partis politiques. En tout cas, parce que pour certains Ivoiriens, je ne vous coupe pas, vous allez continuer, pour certains Ivoiriens, Laurent Koudou Gbagbo aurait pu rencontrer ou bien chercher à se réconcilier avec Pascal Affi-N'Guessan de son parti. Oui, mais il ne faut pas tout mélanger. Les problèmes internes du parti de M. Gbagbo, ça, mais laissez ça de côté pour le moment. On n'est pas à ce niveau-là. D'accord. Hein, parce qu'il y a d'autres problèmes internes à ce parti qu'on peut toujours discuter. Hein, vous dites qu'il cherche à se réconcilier, personne ne savait si au passé l'un ne cherchait pas à prendre la place de l'autre. Donc, vous savez, il n'est pas le seul, Affi-N'Guessan, il y en a d'autres. Revenons sur le sujet. Il y a deux grands éléphants, hein, puisque c'est le signe de la Côte d'Ivoire, hein, qui se rencontrent. Bon, les combats d'éléphants, il ne faut pas être en dessous. Donc, il y a une pression sur Alassane Ouattara aujourd'hui qui a été formulée. Il faut libérer les prisonniers politiques. Il y a une occasion inespérée qui est la 161e fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le 7 août. On n'est pas loin. Le 7 août, dans une semaine. Si Alassane Ouattara réussit à libérer, je dis bien tous les prisonniers, parce qu'il peut en libérer 3 ou 4, et les autres, on ne sait pas quand. Alors, il y a véritablement un signe d'Alassane Ouattara, et de ce point de vue, il a relancé la réconciliation. Il y aura d'autres éléments, d'autres discussions. Mais il faut quand même qu'il y ait un signe fort qui montre cela, et que l'adversaire, maintenant ils sont devenus des amis, que le camp de Gbagbo et d'autres disent officiellement qu'effectivement leurs prisonniers sont libérés, prisonniers politiques, et du coup, des négociations vont commencer. Parce qu'on n'a pas fini. Rappelez-vous ce qui se passe au Soudan Sud. Salva Kiir Mayardit, président depuis 2011, Riek Machar, vice-président 2011-2013 et puis 2016-2020, deux rivaux qui n'ont fait que parler de la paix, qui n'ont fait que se serrer les mains, qui n'ont fait que de parler de la réconciliation, et c'est une catastrophe pour les populations au Sud-Soudan. Bien sûr, les intérêts américains, les intérêts d'autres pays sont intervenus dans ces pays, notamment à cause du pétrole et des minerais du sous-sol. Mais au fond, les acteurs africains ont un problème de fond. Il y a ce problème de longévité que j'ai dit tout à l'heure, qu'ils apprennent à mettre un terme lorsqu'ils viennent au pouvoir. 2 mandats, sincèrement, pour les Africains, ça suffit qu'ils passent le flambeau à une autre alternative, à une autre génération, ou la même génération, en tout cas qu'à quelqu'un d'autre. Non, ils sont encore là. C'est d'abord ça le problème. Ce n'est ni l'ivoirité, ni nécessairement les forces étrangères. C'est d'abord cette façon de penser le pouvoir en Afrique. Alors, bien sûr, ça bloque l'avenir. Et on ne peut pas bloquer l'avenir de la Côte d'Ivoire entre les mains de 2 personnes, ou 3, ou même 4. La Côte d'Ivoire appartient à tous. Et si vous voulez que ça fonctionne, ce n'est pas tout de dire qu'on libère les prisonniers politiques. Il faut une conférence nationale ivoirienne pour la justice et la réconciliation. À défaut, parce que l'un ou l'autre va certainement le refuser ou traîner en longueur. Alors qu'on fasse une feuille de route de réconciliation, on ne peut pas oublier la justice et qu'on le mette de manière officielle, claire, lisible pour les populations, qu'on sache ce que ces gens font. Ils ne peuvent pas continuer à manger les Ivoiriens à la sauce qu'on ne connaît pas. On doit savoir qu'est-ce qu'il y a. Vous avez dit vous-même, des agendas cachés, etc., parce que vous n'avez pas l'information. Mais si on vous donne la feuille de route de la réconciliation, mais vous allez pouvoir faire vos analyses et comprendre ce qui est en train de se passer. Et ils ne sont pas les seuls acteurs. On l'a dit tout à l'heure, il y en a d'autres. Sans prendre parti pour l'un ou l'autre d'ailleurs, y compris ceux dont vous avez parlé au sein de chacun des partis. Vous avez parlé d'Affi-N'Guessan au côté de FPI, mais regardez aussi du côté de M. Bédier, hein, beaucoup de gens qui sont mis sur la touche là-bas. Donc voilà un peu tous les problèmes. Maintenant, sur le problème que j'appellerais moi privé de Mme Simone Gbagbo, moi je vous engagerai à ne pas mettre les pieds dans cette histoire. C'est les problèmes privés, ils doivent rester dans le domaine privé. Maintenant, si vous parlez de Simone Gbagbo en tant qu'actrice politique, mais elle est complètement dans le jeu. Elle a tout loisir de se présenter. Je pense que ça doit certainement lui tourner
dans la tête quelque part. Et pour cela, elle a choisi une ligne politique qui avait été suivie par son ex-mari, qui a certainement abouti quelque part aussi en termes de responsabilité à la situation que nous avons. Donc il y a de la réflexion à faire de ce côté aussi. D'accord. Mais tout ça peut se résoudre dans le cadre d'une conférence sur la notion de réconciliation, mais elle ne peut pas se faire sans une partie de la justice. Les gens sont morts dans ce pays. Des gens sont morts. Et il y a des responsables de cela. Et les deux responsables qui sont là, sincèrement, une fois qu'ils ont fini leur réconciliation, je conseille fortement, et cette fois-ci c'est le panafricain qui parle, qu'ils mettent la Côte d'Ivoire à la disposition d'autres Ivoiriens qui peuvent continuer à diriger ce pays. Tout à fait. Il faut qu'ils sont au monde, qu'ils sont capables, après un certain nombre de mandats, de partir. Et qu'on ne donne pas des arguments, un tel est mort, un tel a eu ceci, un tel a eu un problème pour rester au pouvoir. Ce ne sont pas des arguments. C'est un peuple entier qui souffre. D'accord. Et on pourra venir aux éléments économiques que j'aurais à vous dire aussi dans la suite de nos échanges. D'accord. Docteur Claude Koudjou, vous qui êtes ivoirien, parlons sans langue de bois. Laurent Koudjou-Gbagbo n'a pas cherché à se réconcilier avec Pascal Affi-N'Guessan de son parti, FPI. Docteur Yves Amaezo vient de le relever également. Là, on voit que Laurent Koudjou-Gbagbo veut quand même se réconcilier, bien, s'est réconcilié maintenant avec Alassane Ouattara, celui-là même qui l'a mis en prison à la haie. On se pose la question, est-ce que Laurent Koudjou-Gbagbo n'est-il pas trop vite allé en besogne? Vous avez suivi tout à l'heure Dr Yves Amaezo qui n'est pas quand même d'accord avec ça. Oui, dans ce qu'il dit, bon, effectivement, il a une nuance d'approche, bon, comme je l'ai aussi, avec une certaine humilité et toute la tolérance qu'on peut avoir, avec bien entendu un esprit d'ouverture. Il y a des choses que moi j'ai vécues de l'intérieur. Je pense que le problème de génération, il est important, mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt, parce que si docteur voit certains protagonistes plus jeunes que ces deux-là, je pense que on devrait pouvoir regarder les choses de plus près. J'évoquais tantôt 2002, et c'est à dessein, parce qu'il dit pour que les choses aillent de l'avant, ça ne dépend que des deux-là. Oui et non. Parce que quand Laurent Gbagbo a été élu en 2000, s'il n'y avait pas eu des pesanteurs extérieurs, je pense que ceux qui ont cherché à renverser la République et qui l'ont réussi en 2011 n'auraient pas eu cette tentation. Bon, donc les gens sont quelque part aussi auréolés par ce qui leur vient de l'extérieur, et je voulais vraiment relever cet aspect des choses. D'accord. Après, la question de la volonté en termes de réconciliation, le terme réconciliation, donc, asseyons-nous et discutons, c'est le terme de Laurent Gbagbo. Exactement. Concernant Pascal Affi-N'Guessan, oui, allez-y. Concernant Pascal Affi-N'Guessan, je pense que des démarches avaient été entamées avant que le président Laurent Gbagbo n'obtienne la libération totale. D'accord. Il y a eu des frictions, des choses qui ne se sont pas bien passées. Et moi, je pense que les discussions doivent continuer pour qu'il y ait un aboutissement. Parce que le président Laurent Gbagbo a tout intérêt à ressouder tout son camp malgré ce qui s'est passé. Voyez-vous, le problème qu'on a en Afrique, c'est qu'on ne veut pas parler à nos leaders parce qu'on attend des promotions, on s'auto-censure, on pense qu'on est mieux vu quand on encense le chef. Et c'est tout ça, justement, aussi qui crée des frustrations. Ils ont parlé, le chef de l'État, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, de ce que la Côte d'Ivoire doit aller de l'avant, la Côte d'Ivoire doit se développer, mais il faut chercher à identifier des compétences pour constituer des bases de données et appeler les Ivoiriens qui sont compétents sans avoir de complexe vis-à-vis des ethnies. Quand Alassane Ouattara est venu en politique,
c'était sous Houphouët. Le pays n'était pas divisé. Quand le président Laurent Gbagbo a eu son élection de 2000, le pays n'était pas divisé, même si il y avait des tensions compte tenu de ce que nous venions du coup d'État qui avait renversé le président Henri Konan Bédié. Mais le pays n'était pas divisé. Donc les deux ont une responsabilité historique de faire en sorte que ce pays qui, depuis des décennies, est constitué d'un brassage ethnique, où des gens venus de plusieurs pays de la sous-région ouest africaine ont pu s'établir. Il faut qu'on fasse en sorte que le vivre ensemble revienne. Et le président Laurent Gbagbo a souvent à la bouche le terme de tolérance, le terme de démocratie, donc du respect des textes. Je pense qu'il observera ces valeurs-là pour que son parti entier puisse se reconstituer. Donc, prenons acte des pas qui ont été posés. Et puis, bon, il faut qu'on leur accorde une sorte d'état de grâce et on va voir les choses venir. Tout à fait. Docteur Iveque Aparizo, cette rencontre, elle est vraiment historique pour beaucoup d'Africains, justement, puisque cette histoire de la Côte d'Ivoire avait soulevé un tollé général au sein de l'opinion nationale, africaine et internationale également. Là, on peut se poser la question, quelle suite donner à ce poignet de main qui traduirait, pour certains, la paix des braves? Vous savez, la première réponse à donner, c'est que les Occidentaux qui se sont mêlés des affaires ivoiriennes n'ont rien arrangé. Les Occidentaux, je précise bien pour ne pas dire la France, n'ont rien résolu. C'est d'abord la première leçon. 10 ans de perdu au moins, sinon plus, pour ce pays. Je ne parle pas des deux protagonistes, moi je parle des Ivoiriens. 10 ans qui ont été perdus parce que les Africains n'ont été incapables. Vous pensez vraiment que l'Occident n'a pas travaillé pour la tenue de cette rencontre entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara? Laissez-moi vous expliquer des choses et puis vous réagirez après. Allez-y. Vous êtes trop dans l'immédiateté. Vous avez posé une question qui est une question stratégique. La paix des braves ou la poignée de main, oui. Mais ce ne sont que des espaces dans une photo. Je vous dis le problème de fond. Il faut faire le bilan. Il y a eu des interventions dans ce pays du monde extérieur. Et est-ce que ça a amélioré le sort des Ivoiriens aujourd'hui? La réponse est non. Bon, il faut chercher la faute aussi. Il y a eu tous les deux protagonistes d'ailleurs, ont eu à avoir le soutien étranger, notamment africain. Ils auraient pu choisir, que ce soit Alassane Ouattara ou même au temps de Gbagbo, de faire que ce soit des Africains, des panafricanistes notamment, qui trouvent une solution pour résoudre le problème. Nous avons la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons une charte qui est bien supérieure à beaucoup de textes que vous allez voir en Europe ou même aux États-Unis. Nous avons des gens compétents qui peuvent le mettre en œuvre. Nous avons une justice qui peut, la Cour de justice existe. Il y en a même une de la CEDEAO, et sans compter celle qui existe pour justement traiter la charte. Mais nous, Africains, je dis bien nous cette fois-ci de manière globale, avons un complexe et refusons de faire confiance à la façon, le mode de pensée africain, qui est bien sûr autour de la paix. Nous pensons que le monde extérieur, en l'occurrence la CPI, que les États-Unis n'ont pas signé, vous ne pouvez pas porter quelqu'un de la CPI américain devant la CPI. La France fait beaucoup de bruit, mais vous ne pouvez pas porter un Français devant la CPI. Et on pourra citer bien d'autres. Prenez le cas de Libye, ceux qui ont organisé la guerre en Libye. Donc ce que j'essaie de vous dire, il faut arrêter de rester dans la théorie. Il y a des erreurs qui ont été faites et il ne faut pas que ça recommence. Si demain il y a une nouvelle crise en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le monde extérieur qui va le résoudre. C'est ça la conclusion qu'il faut retenir. Nous avons des institutions africaines qui ont des textes qui sont relativement bien. Il faut les mettre en œuvre, leur donner du temps, c'est le principe de la palabre intelligente africaine, et d'avoir des solutions qui doivent être acceptées par les deux parties. Et je pense que si on avait choisi cette voie-là, le nombre de morts en Côte d'Ivoire ne sera pas celle qu'on a connue, sans compter ceux des disparus, sans compter ceux qui sont blessés, handicapés, et j'en passe et des meilleurs. Donc oui, la poignée de main qui est une photo dans l'histoire, dans 50 ans, on aura peut-être oublié, les livres d'histoire vont peut-être l'écrire.
Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quelles sont les modalités de gouvernance pour que ce pays puisse fonctionner, pour que ce qui est arrivé ne recommence pas. Tout à fait. Donc la première des choses, c'est que, un, ne pas faire confiance au monde étranger parce qu'ils ne vont pas dans les intérêts des populations ivoiriennes. Ça, c'est clair. Deux, il faut faire en sorte que les mandats politiques soient clairement respectés. Vous savez que dans la CEDEAO, c'était 2 mandats. C'était 2 mandats. Et dès lors qu'on a mis en cause ces 2 mandats, que ce soit en Côte d'Ivoire, mais vous avez le cas du Togo, qui risque de faire 5, 6, 7 mandats. Et vous allez voir, la crise togolaise, le jour elle va exploser, ce sera peut-être même pire que la Côte d'Ivoire. De la Guinée-Conakry également. Bien sûr, ils sont nombreux. Le problème, j'essaie de trouver qu'est-ce qui fait qu'on peut trouver un changement positif pour les populations. Les hommes politiques et les femmes politiques, ça passe. Les populations, elles ne font que souffrir. Ils sont où les familles des gens qui ont souffert? Ils sont où les martyrs de toute cette crise qui vient d'arriver? Ils sont où ces gens-là qui souffrent en silence, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, alors que 2 individus se serrent la main, se sourient, beaucoup de sourires hypocrites et de crocodiles d'ailleurs? Où ils sont où ceux-là, ces martyrs? Qu'est-ce qu'on en fait? Qui c'est qui va indemniser pour les maladies, parfois chroniques, ça c'est vrai, handicaps qu'ils ont obtenus? C'est ça le problème. On ne peut pas faire la justice et la réconciliation uniquement pour les soi-disant ceux qui sont devant l'actualité. Il faut le faire pour ceux qui ont souffert, les martyrs, les peuples ivoiriens, et bien sûr de manière plus grande. Alors, moi, je reproche quelque chose de fondamental à tous les deux, que ce soit Alassane Ouattara ou Gbagbo. Je suis dans le fond, je ne suis pas partisan, je ne suis pas ivoirien. Les deux ont utilisé un système de la démocratie qu'on appelle le clientélisme. C'est ça qui a fragilisé le pays. Que ce soit au temps de Gbagbo et que ce soit au temps d'Alassane Ouattara. Les deux, que ce soit les modalités, je ne vais pas dans le détail. Certains utilisaient l'argent, certains utilisaient telle ou telle forme. Hein, on en va jusqu'à financer on va voir comment va réagir Dr Claude Koudou après. Allez-y. Alors, ce qui est important dans tout ça, et c'est ça qui aboutit quelque part, on peut même remonter plus loin jusqu'à Houphouët-Boigny. Lui aussi, on l'appelle le père de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Mais regardez bien le système qui a été mis en place, parce qu'après lui, vous avez vu, c'était le déluge. Hein. Donc il n'est pas neutre aussi dans tout ce qui est en train d'arriver. Parce que s'il avait fait ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que les mandats s'arrêtent et qu'il passe la relève à quelqu'un d'autre dans son propre parti, peut-être des choses se seraient passées un peu mieux. Et encore faut-il le faire démocratiquement, donc la vérité des urnes. Il ne faut pas aussi mettre en valeur le culte de la personnalité. En l'occurrence, nous faisons le culte de la personnalité de 2 individus. Et bien sûr, le clientélisme. Ils prennent plusieurs formes, hein, c'est d'acheter les voix, les consciences, de donner à manger pour les pauvres. Qu'est-ce que vous voulez, un pauvre, quand il a faim, il mange. Hein. Donc, c'est une culture du clientélisme. Ok, on va voir. Vous avez... et là, ce n'est pas un problème uniquement de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Tous les pays, généralement francophones et anciennes colonies françaises, ont ce problème-là. Avant même d'attaquer un tel ou un tel. Et c'est ça la fragilité, et c'est ça qui dégrade l'unité nationale. D'accord. Et cet objectif ne me semble pas clairement affiché, en tout cas des bouts de lèvres. Et bien sûr, vous avez la conséquence économique de cela. Et je voudrais bien qu'on parle aussi des performances économiques, parce que là aussi, j'ai un problème avec tous les deux. Allez-y, vous avez le temps, Oui, non, bah bon, après, le débat économique est un peu à part, donc je préfère que mon partenaire puisse réagir à cela. D'accord. Ok. Alors Dr Claude Koudou, vous avez écouté tout à l'heure Dr Yves Kouamaizo qui parle de clientélisme. Il attaque et Laurent Koudou-Gbagbo et Alassane Ouattara. Pour lui, voilà, les deux ont pratiqué tous le clientélisme par rapport à la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Alors, quelles peuvent être également les conséquences politiques du choix, surtout de Laurent Gbagbo, Dr Claude Koudou? Déjà, ce que je peux partager avec lui quand il parle de l'implication des Occidentaux, de leurs intérêts, quand il parle, donc mon partenaire, de 10 ans, si ce n'est plus de perdu, mais 10 ans qu'on a perdu, les Occidentaux sont intervenus en Côte d'Ivoire parce qu'ils disent qu'ils voulaient instaurer la démocratie, à croire que sous Gbagbo, il n'y avait pas de démocratie. Donc, il y a des clichés qu'on vend aux Africains, et puis ils mordent à la maison. Rappelez-vous, quand il y a eu 2002, je reviens toujours à ça, il y a le président Abdoulaye Wade qui a joué les troubles faits. En 2011, il y a eu Jean Ping. Après, c'est l'arroseur qui a été arrosé parce que
en 2011, Jean Ping, en tant que président de l'Union africaine, aurait pu faire en sorte, comme le disait tout à l'heure le docteur, que les Africains puissent travailler le problème de la Côte d'Ivoire sur le plan africain, sous l'arbre à palabre, suivant nos traditions, suivant nos codes. Donc, je suis d'accord avec lui quand il dit qu'on doit tirer des leçons. Il faut véritablement qu'on fasse le bilan. Après, la question du clientélisme qu'il pose est un réel problème. Bon, on jugera sur comment les différents mandats se sont passés pour l'un et pour l'autre, mais au total, je disais tout à l'heure, et c'est Laurent Gbagbo qui le disait à La Haye dans une de ses interventions, si ce n'est dans le livre qu'il a fait, Paix à son âme, avec Jean-François Mattei, où il dit en Afrique, on a l'impression que les Noirs ont peur d'être libres. Voyez-vous, il y a eu le multipartisme en Côte d'Ivoire et le processus de démocratisation était en train de s'enclencher. Mais il y a des gens qui estiment qu'il faut faire partie de la cour du chef pour être bien vu, pour être récompensé. Dès lors, tous ceux qui ont des compétences, comme il y a des ceintures ou des cercles qui sont formés autour des leaders ou des présidents ou des chefs qui nomment ou qui récompensent, les chefs ne sont pas au courant de véritables réalités, des aspirations des populations, des militants, et ces chefs-là n'entendent que ce que leurs courtisans leur disent. Donc il y a une véritable réflexion sur la question du débat démocratique, sur la question du mérite, sur les valeurs qu'on doit respecter justement pour travailler au bien-être des populations, parce qu'il s'agit de cela. Et je cite encore Laurent Gbagbo, il dit que le pouvoir est un service, et ce n'est pas pour se servir, c'est pour servir. Dès lors, je pense que tous ces mots-là doivent être considérés, sinon reconsidérés, sinon revisités dans leur entièreté, de sorte que la Côte d'Ivoire de demain soit une Côte d'Ivoire où la méfiance serait partie, où la confiance serait réinstaurée pour qu'il y ait le vivre ensemble. D'accord. Mon partenaire a rappelé le temps d'Houphouët avant de revenir sur le temps de Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara. Je pense qu'il y a toute une réflexion à mener et c'est pour ça que je disais que au-delà de la poignée de main, au-delà du signal fort qui a été envoyé, il appartient à chaque Ivoirien de faire en sorte que ce qui s'est passé avant ne revienne plus et que nos leaders ne croient pas que nous sommes encore en 2010. D'accord. En tout cas, avec les réseaux sociaux et les différentes choses, les jeunes gens qui avaient 10 ans... Là, vous parlez au peuple ivoirien. Oui, je parle au peuple ivoirien, bien entendu, merci. Les jeunes qui n'avaient que 10 ans ont aujourd'hui 21 ans. Et ils ont suivi tout un parcours et il faudrait que le sectarisme, le manque d'écoute, il faudrait que ça quitte la place publique pour que l'on se rende compte, pour que les différents protagonistes, pour que les différents responsables politiques se disent que s'ils veulent être au premier plan, c'est pour servir le pays et non se servir eux-mêmes. Et donc, il y a une véritable réflexion à mener, je le dis encore, sur la question du clientélisme, et je suis d'avis avec lui. D'accord. Avant de conclure ce débat, on va quand même relancer Dr Yves Kouamaïso, qui est également économiste. Dr Yves Kouamaïso, on peut se poser la question, est-ce que cette rencontre historique entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara peut-elle relever l'économie de la Côte d'Ivoire? Alors, merci pour cette question. On a beaucoup parlé politique, là, avec la notion de démocratie du clientélisme que je partageais avec vous. Mais vous savez, en économie, ce n'est que la conséquence de tout ceci. Et donc, souvent, on cherche à savoir les performances d'un pays.
Donc j'ai fait une petite analyse pour vous, en gros sous Gbagbo et en gros sous Ouattara, qui en gros tous les deux ont fait les 10 ans. En matière de corruption, ni l'un ni l'autre n'a fait mieux. En matière d'enrichissement personnel aux dépens du peuple togolais, les deux sont plus ou moins au même niveau. En tout cas, ceux qui travaillent pour peuple ivoirien. Au peuple ivoirien. Bien sûr. Oui, bien sûr. L'enrichissement personnel, c'est prendre l'argent de l'État d'une manière ou d'une autre. Et donc, ça veut dire que c'est l'argent qui n'est pas au service du peuple ivoirien pour faire des hôpitaux, des routes, etc. Et donc, là-dessus encore, il n'y a pas eu de très grande différence. Je parle de ces deux, mais aussi des précédents. Hein. Donc, il y a un système d'impunité qui ne dit pas son nom, qui est bien là et qui permet cela. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, vous comprenez pourquoi je dis qu'il faut penser peut-être à une autre génération. Quand je dis génération, ce n'est pas nécessairement plus jeune ou moins jeune. C'est des gens qui pensent autrement, les gens qui vivent avec ce qui se passe aujourd'hui, des réseaux sociaux, l'Internet, une démocratie participative. Alors, au niveau politique, économique, mais l'un est à gauche et socialiste, Laurent Gbagbo. Le second est plutôt de droite, libéral, ancien patron Afrique du Fonds monétaire international, donc quelqu'un qui, dans son esprit, cherche à faire les choses au mieux, en tout cas il essaye, mais le conseil d'administration du Fonds monétaire international, les Africains, ils y sont 0,0 quelque chose %. Donc ça veut dire qu'il, quelque part, reçoit quelque part de l'information et il est peut-être aussi sous pression de les mettre en œuvre. Donc cette mauvaise lisibilité de la politique économique ivoirienne a une conséquence. Le chômage dans ce pays ne s'est pas amélioré. Il ne s'est pas amélioré. Et c'est parce qu'il ne s'est pas amélioré que le clientélisme s'est développé. Que ce soit sous Gbagbo, que ce soit sous Alassane Ouattara. Quel que soit ce qu'ont dit les grands journaux ivoiriens, nous avons les chiffres, nous regardons, ça ne s'est pas fondamentalement amélioré. Donc, il y a un problème de redistribution. Et là, les chiffres sont trompeurs. Savez-vous qu'au temps de Gbagbo, en moyenne, hein, on était autour de 1,5-2% de croissance, mais avec l'inflation, 2,5%, on dirait qu'il n'y a pas eu beaucoup de croissance sous Gbagbo. Mais sous Alassane Ouattara, on a eu plus de 6%, en gros, en moyenne. Mais l'inflation était 2,5%, donc il y a quand même eu une croissance pour la population. Mais la redistribution n'a pas eu lieu. Et c'est ça qui est important. Donc il faut d'abord retenir la croissance économique dans un pays, qui était le cas de la Côte d'Ivoire, en tout cas sous Alassane Ouattara, et c'est ce qui est à son avantage, hein, ne sert strictement à rien si les fruits de la croissance profitent d'abord, sinon uniquement, aux intérêts étrangers, notamment les entreprises françaises, et pour ne pas dire le gouvernement français. Ça, c'est un point fondamental qui sera même la base de l'unité nationale en Côte d'Ivoire, s'ils veulent passer vers une réconciliation. Ce n'est pas un problème d'abord extérieur, c'est un problème de stratégie. Est-ce que la stratégie est pour d'abord défendre des intérêts, café, cacao et autres, pour des intérêts étrangers, et accessoirement leur soi-disant courant de transmission locale, ou c'est pour l'ensemble de la population, donc un problème, un principe de redistribution. D'accord. Un exemple tout simple. Pourquoi tous les Ivoiriens ne seraient pas, au moins partiellement, notamment pauvres, actionnaires de tout ce qui sort des produits ivoiriens, café, cacao et j'en passe. On va vous savez, ce sont des théories, mais ça a fonctionné des années dans un certain nombre de pays, notamment la Libye. J'ai été conseiller là-bas plusieurs fois, j'ai vu comment ces choses fonctionnaient. Et vous savez la conséquence? Mais tout étudiant avait une bourse pour pouvoir faire son travail. Tout malade était soigné à l'hôpital gratuitement. Et les meilleurs chirurgiens se trouvaient dans le pays, etc. Donc, premier problème économique. Le deuxième problème de fond, pourquoi on met si longtemps pour comprendre qu'il y a un problème? Même Alassane Ouattara lui-même, quand il est venu parler au patronat français, il a bien fait comprendre qu'il va diversifier, qu'il va passer voir quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas content. Il a fait beaucoup d'efforts et il ne reçoit pas les investissements devant venir des Français. Il va les chercher ailleurs. Mais qu'est-ce que Gbagbo voulait faire au départ? Bien, c'est la même chose. Pourquoi voulez-vous construire un pont qui coûte 10 € ou 10 $, alors que quelqu'un d'autre vous l'offre à 100 $? Si vous faites 10 $, mais vous en faites 10 de ponts. Si vous faites 100 $, vous en faites un seul. Sauf que les 90 partent dans des différentes fonctions de la corruption ou bien de la redistribution, mais ça ne profite pas aux Ivoiriens. D'accord. Et ce débat, il faut l'avoir, ce débat-là. Exactement. Merci de votre contribution. C'est un débat qui doit se faire de manière paisible. Tout à fait. La Côte d'Ivoire est un pays de paix et de paisible. On va conclure. Ce débat est quasiment interdit. Et vous me voyez venir. Parce que si ce débat est posé,
Ce qui a fait finalement sauter, mais M. Gbagbo était bien la question du franc CFA et les ponctions de la France sur le franc CFA. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Cette ponction-là aurait dû retourner vers le pays et donc vers les populations. Tout à fait. Et qu'on fasse attention, ce n'est pas seulement les agents extérieurs, mais aussi les agents intérieurs, y compris la Banque centrale, les États de l'Afrique de l'Ouest, qui sont grassement payés. Mais une partie devait aussi revenir aux populations ivoiriennes, même si c'est toujours la Côte d'Ivoire qui dirige cette banque centrale. Tout à fait. On va laisser le temps. Être touché par le mandat du changement. On va laisser le temps. Quelques éléments économiques, on peut aller dans le détail, mais de manière générale. Il y a un dernier point que je voulais absolument dire avant que. 30 secondes, parce que. C'est l'investissement. Parce que toute la théorie d'Alassane Ouattara, c'est que les investissements ont augmenté, ont fait beaucoup de bruit, etc. C'est vrai. Les investissements ont doublé dans son pays. Mais l'endettement, regardez de près aussi, ce n'est pas évident. Ça aussi, ça a augmenté. Donc, le problème est de savoir ces investissements, est-ce que ça sert aux populations? Quel est l'intérêt de faire un pont qui va rejoindre telle partie de la ville ou telle partie de l'espace ivoirien si on doit payer si cher que ça et donc une partie de la population est exclue de passer par ce pont, tellement c'est cher. D'accord. Vous voyez bien le problème de fond. Tout à fait, on est d'accord avec un débat. Décision. Et cette décision ne peut pas se faire par deux individus qui se serrent la main. C'est un problème de fond des populations. Alors, quel type de pont on doit mettre en place pour que une grande majorité de la population puisse circuler d'un endroit à l'autre? Merci, Dr. Yves Kouamaïso. Puisque la circulation sur le fleuve. On doit conclure. Alors, docteur Claude Koudou, on doit conclure ce débat. Vous avez bien suivi attentivement docteur Yves Kouamaïso. La question économique est très importante pour beaucoup d'Africains, parce que sans économie, il n'y a pas de politique. Donc, docteur Claude Koudou, que direz-vous pour conclure ce débat, justement, pan-africain, autour de cette rencontre historique entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara? Oui. Ce qui est important, c'est qu'après cette rencontre, on ait véritablement un cahier de charges pour que les Ivoiriens aient une lisibilité, de sorte qu'ils puissent participer à ce qui doit se faire au travers de ce cahier de charges-là. Effectivement, comme on dit, l'argent n'aime pas le bruit et l'environnement économique est très important, en tout cas en matière économique. J'ai une nuance quand même quand il a parlé de corruption, quand il dit que les deux font jeu égal. J'invite donc mon partenaire à regarder certaines choses de plus près. D'accord. En matière de corruption, vous n'êtes pas totalement d'accord. Je ne pense pas. Quand bien même sous les deux mandats, il faut reconnaître qu'il y a eu des problèmes de corruption et le président Laurent Gbagbo, en son temps, avait porté plainte pour que dans la filière café-cacao, il y ait de l'assainissement. Donc le problème de la corruption a existé, mais il faut regarder les choses de plus près, dire que les deux font jeu égal. Bon, moi j'ai une grande nuance à ce propos. Tout à fait. Premièrement. Deuxièmement, il l'a dit aussi, mais s'il y a une croissance dont on nous parle, et une croissance qui est flatteuse, il faut quand même dire que cette croissance est une croissance par la dette. La Côte d'Ivoire est très, très, très endettée et aujourd'hui, les Ivoiriens broient du noir. Il y a le problème des hôpitaux. Bon, concernant, on a vu récemment, mais avant aussi, le problème de l'électricité, le problème des prix des denrées de première nécessité. En tout cas, on peut entendre débattre de cette question. Je suis d'accord que la question de l'impunité, mais dans les différents domaines, il faut que ce soit réglé. Parce qu'il y a d'abord la question du respect des institutions. Au niveau de la justice, le citoyen n'a pas une bonne justice. Le citoyen peut se plaindre, par exemple, pour son terrain qui lui a été pris par quelqu'un qui a plus de moyens, et il peut aller déposer plainte, il peut avoir tort parce qu'il n'a pas les moyens de corrompre. Et je prends là un exemple qui disons, est très caractéristique de ce qui se passe dans le pays. Et je pense qu'à ce titre-là, il y a beaucoup d'efforts que l'on doit faire. Donc, je suis entièrement d'accord
qu'il faut qu'il y ait un cahier des charges, tant au plan économique pur qu'au plan, au plan politique pur, autant pour moi, qu'au plan économique. Il faut donc faire en sorte que le niveau de vie des Ivoiriens s'améliore, parce que quand on fait la politique, c'est pour le bien-être de ses concitoyens. Et effectivement, les deux qui étaient en conflit se sont serrés la main. Il faut maintenant faire en sorte que tous les Ivoiriens puissent parler ensemble. Il a parlé de Guillaume Soro, ce qui est vrai. Il y a le président Rico Nambédié, qui a déjà parlé avec le président Laurent Gbagbo. Et puis, il y a les différents acteurs qui sont à l'intérieur des partis, qui doivent faire en sorte que les taux se desserrent quand même, de sorte qu'il y ait au total une confiance dans le pays. La confiance mutuelle est très importante justement pour qu'un pays se développe. Exactement. Parce que quand il y a la confiance, quand il y a le respect des lois, en tout cas, tous les citoyens s'épanouissent et c'est le pays tout entier qui se lève. Merci. C'est vraiment le message que je vous ai porté. Tout à fait. Merci beaucoup, Dr Claude Koudou. Je rappelle que vous êtes enseignant et vous êtes également écrivain, citoyen ivoirien en ligne depuis la France. On va également conclure ce débat panafricain avec Dr Iveco Amaezo, qui est un grand panafricaniste. Là, on va parler sur le plan panafricaniste. Les anciens rivaux, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, se sont rencontrés mardi 27 juillet dernier au palais présidentiel à Abidjan. Les deux hommes se sont donné la main, signe de réconciliation. Dr Iveco Amaezo, sans langue de bois, est-ce que cela peut inspirer d'autres leaders politiques dans la zone CEDEAO, notamment au Togo? On se rappelle, après la dernière élection présidentielle, c'est toute une division au sein de l'opposition elle-même. Est-ce que ça peut inspirer les autres peuples africains, notamment au Togo? Dr Iveco Amaezo, pour conclure. Alors, la réponse est oui, et je peux même vous dire que la Côte d'Ivoire a toujours servi de modèle dans la sous-région, voire même au-delà. Ne prenons que récemment, l'opposition ivoirienne a réussi à se mettre ensemble pour aller aux dernières élections, ce que vous ne trouvez pas au Togo ou ailleurs. Ça pose d'ailleurs le problème du rôle de l'opposant. Est-ce qu'un opposant africain est quelqu'un qui veut une alternative ou quelqu'un qui veut en fait servir d'opposant pour avoir, entre guillemets, une stabilité pour continuer à fonctionner, légitimer le système en place? Les Ivoiriens ont dit non. C'est déjà un modèle. Il y a un deuxième élément qu'on peut savoir de manière générale. Tout ce travail qui a été fait par ces deux leaders, Gbagbo et Alassane Ouattara, je ne l'ai pas vu réussir, en tout cas dans d'autres pays pour le moment. Donc ça sert encore de modèle. Encore faut-il que, et c'est ce que je vous dis, dès le départ, Alassane Ouattara a une pression. Il doit libérer les prisonniers politiques, si possible, dès le 7 août, date de la 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, pour démontrer qu'il est une vraie réconciliation. Bien sûr, je reviens sur un petit point, les mots ont leur signification. Quand on parle de cahier des charges, comme disait mon interlocuteur tout à l'heure, je préfère, moi, parler de feuille de route de la réconciliation assortie d'une conférence nationale sur la réconciliation et la justice. Parce que, et ça ne peut pas démarrer sans la libération des prisonniers politiques et le retour de tous les Ivoiriens en exil du fait, bien sûr, des problèmes politiques que nous connaissons. C'est ça qui fonde la base. Il y a un autre élément important. Les pays étrangers, dont la France, ne peuvent pas siéger dans cette conférence. C'est très important. Est-ce que nous siégeons à l'Union européenne? Est-ce que nous siégeons dans les discussions qui se passent? Non. Ils ne peuvent pas. Ils seront informés comme tout le monde. Ce que l'Afrique fait toujours, de mettre au premier rang l'ambassadeur X, l'ambassadeur Z de tel ou tel pays étranger, alors qu'il s'agit des problèmes et de la cuisine interne qui doivent se résoudre par un consensus, je pense que c'est une grande erreur. Alors, conséquence politique de ce choix de Gbagbo, servir de modèle, mais bien sûr, Gbagbo lui-même n'est qu'un modèle. D'ailleurs, il a appris beaucoup de ses propres erreurs. Maintenant, l'avenir, c'est quoi? Le vrai avenir, sincèrement, en tout cas celle que moi je souhaite pour les Ivoiriens, c'est que les deux, ensemble, annoncent leur démission et organisent, et de manière anticipée si possible, l'avenir des Ivoiriens avec des nouveaux acteurs. C'est ça, pour moi, le vrai changement en Afrique. Parce que c'est ça qui fera le changement de culture. D'accord. Ils vont démontrer que le temps était venu de passer la main à quelqu'un d'autre. C'est pas pour ça qu'ils ne seront inutiles à la Côte d'Ivoire. Au contraire. Au contraire. Vous voyez, beaucoup de ces gens vont servir de conseil. Monsieur Kérékou au Bénin a servi de conseil pendant des années. Il circulait librement dans le marché à Cotonou. Merci. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup, Dr Iveco Amaïzo. Vous êtes coordinateur de CVU Togo Diaspora, collectif pour la vérité des urnes. Merci de nous avoir accompagnés en ligne depuis Vienne en Autriche. Merci également Dr Claude Koudou, ivoirien, enseignant et écrivain. Merci et à très bientôt. Bonsoir. Kanal K.